Joan Crawford était l'une des plus grandes stars de son époque, connue pour sa détermination farouche et sa présence dramatique à l'écran comme en dehors. Mais sous la perfection hollywoodienne, des rumeurs circulaient, secrets de sa vie personnelle, relations tendues et un passé qu'elle n'avait jamais voulu révéler. Après sa mort en 2007, son luxueux appartement de Manhattan et son manoir de Brentwood ont été fouillés et vidés. Ce qu'ils ont trouvé, cependant, dépassait toutes les attentes. Que pensez-vous qu'ils aient découvert? Un testament caché? Des films inédits? Ou quelque chose de bien plus effrayant? Cliquez sur 1 si vous pensez qu'il s'agissait simplement de souvenirs d'Hollywood, ou sur 2 si vous soupçonnez quelque chose de bien plus sombre. Et maintenant, découvrons la vérité avec nous à la fin de la vidéo. Une brève histoire et des débuts inattendus. La vie de Joan Crawford a commencé dans de grandes difficultés. Elle est née le 23 mars 1906 à San Antonio, au Texas. Son père a quitté la famille alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Sa mère s'est battue et ils ont vécu dans une extrême pauvreté. Joan a commencé à aider sa famille à l'âge de 11 ans, en tant que blanchisseuse. Cela a démontré, même dans son enfance, sa force et sa diligence. Joan a eu un accident il y a 12 ans qui a bouleversé sa vie. Elle a essayé de sauter sur une voiture en marche et s'est coupé le pied sur des éclats de verre. Les médecins ont pensé qu'ils allaient devoir lui amputer la jambe car les dégâts étaient trop importants. Elle s'est remise après 3 opérations, mais cela lui a laissé une anxiété permanente à l'égard des infections. Cette anxiété s'est transformée en une préoccupation pour l'hygiène qui lui a valu la reconnaissance d'Hollywood. Joan a fréquenté le Stevens College dans le Missouri à 16 ans. Elle quitta néanmoins l'établissement quelques mois plus tard. Elle déménagea à Chicago et rejoignit une troupe de danseurs de revue, avec l'ambition de devenir danseuse. Sous le nom de Billy Cassin, elle commença à perfectionner ses talents d'interprète. Elle arriva à New York en 1924. Le producteur de la MGM, Harry Raff, la remarqua. Il lui fit passer un essai et lui offrit un contrat hebdomadaire de 75 $. Elle reçut un télégramme le 24 décembre 1924 qui allait fondamentalement changer sa vie. Elle se rendit à Hollywood pour commencer sa nouvelle vie après avoir emprunté 400 $ pour son voyage. Son voyage à Hollywood commença modestement. Quelques semaines seulement après son arrivée, elle a servi de doublure à Norma Shearer dans le film Lady of the Night, en 1925. La caméra s'est concentrée sur son dos pendant 19 secondes dans une séquence. Bien qu'elle n'ait pas été créditée, c'était sa première apparition au cinéma. Plus tard, Joan a déclaré que, puisqu'elle ne faisait que reproduire le dos de Norma Shearer, ses débuts avaient été gênants. Joan décrocha son premier rôle crédité dans Sally, Irene It Mary en 1925. La MGM pensait qu'elle avait besoin d'un nouveau nom à cette époque. Ils organisèrent un concours dans un magazine et Joan Crawford devint le nouveau nom de scène de Lucille Le Sueur, car ils trouvaient que sa voix ressemblait trop à un égout. Ce nom de scène allait par la suite devenir mondialement connu. Sa grande chance vint avec L'Inconnu en 1927. Todd Browning supervisa un récit sombre et inhabituel. Joan joua le rôle de Nanon, une artiste de cirque qui a peur des mains des hommes, ne connaissant pas sa véritable identité. Elle développe des sentiments pour un homme se faisant passer pour un manchot. Avec près de 808 000 $ de recettes, le film fut un succès et reçut de très bonnes critiques pour la performance de Joan. Il lui valut une reconnaissance et lui permit d'obtenir des rôles plus importants. Joan accéda à la célébrité avec Our Dancing Daughters en 1928. Ce film présentait l'attitude sauvage et insouciante des années folles. Joan y incarnate la jeune Diana, une femme qui aimait danser et profiter pleinement de la vie. Sa danse du Charleston sur une table pendant plus de 3 minutes est bien connue. Elle a tourné pendant 2 jours et à la fin, ses pieds saignaient, elle ne s'est arrêtée que lorsque tout était parfait. Avec plus d'1 million de dollars au box-office, le film a été un grand succès. Les robes élégantes de Joan, dont une robe scintillante ornée de perles, sont devenues légendaires. L'ascension de Joan Crawford vers la célébrité à Hollywood. F. Scott Fitzgerald, incarnant l'âge du jazz, l'a même qualifié de « flapper idéal ». Bien que la vie de Joan Crawford dans les années 1930 ait été marquée par des changements et des difficultés, elle n'a jamais abandonné.
De nombreuses stars n'ont pas réussi à s'adapter lorsque les films muets ont cédé la place aux films parlants. Leur voix ne convenait pas ou elle ne pouvait tout simplement pas la changer. Joan a travaillé dur pour s'adapter, car elle n'était pas prête à abandonner sa carrière. Elle s'est entraînée constamment et a suivi des cours pour améliorer sa voix. Son travail a porté ses fruits lorsque Untamed, 1929, son premier film parlant, s'est avéré très populaire. Joan interprétait Bingo Dowling dans Untamed, une femme sauvage élevée dans la forêt cherchant à se fondre dans la société. C'était le rôle idéal pour elle afin de démontrer ses nouvelles capacités. Elle travaillait dur pendant des jours pour s'assurer que tout était parfait et répétait ses répliques pendant des heures avec des coachs vocaux. Les enjeux étaient importants car les films évoluaient rapidement et sa carrière pouvait être terminée en cas d'échec. Mais le film a été un succès dès sa sortie. Compte tenu du début de la Grande Dépression, il a rapporté près d'1 million de dollars, ce qui était énorme. Sa performance a ravi les critiques et sa carrière à Hollywood était toute tracée. Malheureusement, il n'existe plus de copie du film aujourd'hui, ce qui soulève des questions sur ses débuts remarquables dans le cinéma parlant. Joan s'épanouit à Hollywood. Elle y survécut. Elle devint l'une des stars les plus connues de la MGM au milieu des années 1930. Elle dut faire face à une concurrence intense de la part de Greta Garbo et Norma Shearer, entre autres actrices. Le plus bel atout de Norma Shearer était d'être mariée à Irving Thalberg, le directeur de la MGM. Mécontente de cette situation, Joan a fait la remarque célèbre. « Comment puis-je rivaliser avec Norma alors qu'elle couche avec le patron? » Les films de Joan ont parfois rapporté plus d'argent au box-office malgré cet inconvénient. Son image réaliste et diligente a conquis de nombreux admirateurs. Sa rivalité avec Greta Garbo était différente. Joan était plus accessible et terre-à-terre. Garbo était considérée comme gracieuse et énigmatique. Bien que toutes deux aient connu le succès, l'éthique de travail implacable de Joan l'a distinguée. Elle arrivait tôt sur chaque plateau, parfaitement prête, et gagnait le respect de toutes les personnes avec qui elle traitait. Les films les plus connus de Joan de cette époque étaient Les Femmes, 1939 at Grand Hotel, 1932. Grand Hotel mettait en scène Greta Garbo et John Barrymore, entre autres grands noms du cinéma. Bien qu'elle ne fût pas la vedette la mieux payée, la performance de Joan s'est démarquée en tant que sténographe rêvant d'une vie meilleure. Le film a rapporté des millions de dollars et a remporté l'Oscar du meilleur film. Les Femmes ont émergé plus tard lorsque Joan a eu besoin d'un retour. Elle avait été qualifiée de poison au box-office en 1938, mais sa performance exigeante et diabolique dans Les Femmes a montré qu'elle pouvait encore captiver les spectateurs. Le film a été un succès et a blanchi son nom. Joan a été reconnue pour avoir incarné des personnages qui ont lutté contre l'adversité pour réussir grâce à leur diligence. Pendant la Grande Dépression, ces histoires de personnes qui sont passées de la misère à la richesse ont vraiment touché les spectateurs. Des films tels que Dancing Lady, in 1933, et Sadie McKee, in 1934, ont montré des femmes surmontant des circonstances difficiles, inspirant ainsi d'autres personnes vivant des moments financiers difficiles. Dancing Lady. Joan jouait le rôle d'une danseuse burlesque tentant de percer à Broadway. Le film a été un énorme succès et a même été interprété par Fred Astaire dans son premier film. Populaire car il a battu des records d'affluence. Sadie McKee présentait l'histoire d'une femme de la classe ouvrière qui gravit les échelons de la société. L'histoire personnelle de Joan, qui est passée de la pauvreté à la célébrité, était d'autant plus inspirante que ses fans pouvaient s'identifier à ses personnages. La collaboration la plus célèbre de Joan est celle avec Clark Gable. À partir de Dance, Fools, Dance. En 1931, ils ont tourné 8 films ensemble. Les fans étaient ravis de les voir ensemble. Leur alchimie à l'écran était explosive. Dance Possessed, 1931. Joan s'attaquait à la classe et à l'ambition en incarnant une ouvrière qui tombe amoureuse d'un homme riche. Avec près d'1 million de dollars de recettes, le film fut un grand succès. Dancing Lady. Un autre grand film, le personnage de Joan gravit les échelons de la scène du spectacle. Hors écran. La relation sexuelle entre Joan et Clark donnait plus de frissons à leur film. Strange Cargo, 1940, leur dernier film ensemble.
a démontré que leur alchimie était toujours aussi forte, même après la fin de leur liaison. Leurs films réunis ont rapporté plus de 15 millions de dollars à la MGM, ce qui les classe parmi les couples les plus prospères d'Hollywood. Dans les années 1940, la vie de Joanne Crawford a connu un bouleversement complet et total. Au cours des 18 années où elle a été une immense star chez MGM, elle a malheureusement connu un déclin de sa carrière à partir de 1943. Il y a eu un désaccord entre MGM et ses pratiques d'utilisation. Elle avait l'impression qu'ils avaient perdu tout respect pour elle parce qu'ils continuaient à lui donner de petits rôles dans des films qui n'étaient pas très bons. Lorsque Joanne exprima son vif désir que Greer Garson obtienne le rôle principal dans Madame Curie, elle reçut le coup de grâce. À son avis, elle avait atteint ses limites. Elle fit quelque chose de choquant à l'âge de 37 ans. En payant $100 000, elle résilia son contrat avec la MGM. Cela comportait un risque important. À cette époque, les actrices de son âge étaient considérées comme trop âgées, et beaucoup pensaient que sa carrière était terminée. Mais Joanne n'a pas abandonné. 2 jours seulement après avoir démissionné de la MGM, elle a signé un nouveau contrat avec la Warner Brothers. C'était une somme incroyable pour elle à l'époque, car ce contrat lui rapportait 500 000 $ pour 3 films. En outre, il lui conférait le pouvoir d'approuver les scénarios, ce qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Il n'y avait plus aucune raison de perdre du temps sur des films horribles. Au cours de sa quête du rôle parfait, elle rejeta scénario après scénario pendant 1 an et demi. C'est le film La maison du Dr. Edward, sorti en 1947, que personne ne voulait, qui est venu symboliser ce rôle. Joan a se tirer le meilleur parti de l'occasion. Malgré le fait qu'Anne Sheridan, Bette Davis et Barbara Stanwyck aient toutes décliné la participation. Le processus d'acceptation du rôle n'a pas été facile. Presque immédiatement, Michael Curtis, le réalisateur, a exprimé son désaccord avec Joanne. Joan s'est battue pour le rôle, malgré le fait qu'il pensait qu'elle était trop vieille pour Hollywood. Étant donné qu'elle avait accepté de participer à un essai à l'écran, elle était responsable de ses propres cheveux, maquillage et vêtements, ce que les stars de son niveau ne faisaient presque jamais. C'était de l'argent bien dépensé. Elle a décidé d'accepter le rôle. La production du film ne se déroula pas sans heurts. Même si Curtis avait un tempérament colérique et criait souvent sur Joanne, elle ne céda jamais à ses exigences. Après avoir été insultée par lui, elle résista et le tournage fut interrompu jusqu'à ce que le directeur du studio intervienne. Carrière et réalisation de Joan Crawford. Mais le film a été un grand succès à sa sortie. La performance de Joanne a ravi les critiques et les salles de cinéma se sont remplies pour le voir. Joanne a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour La maison du Dr. Edward en 1946. Pensant qu'elle ne gagnerait pas, elle a manqué la cérémonie. La carrière de Joanne a pris son envol après La maison du Dr. Edward. Elle a joué dans Humoresque en 1946 le rôle d'une femme riche amoureuse d'un jeune violoniste. Le public a adoré le film et les critiques l'ont encensé. Joanne a persévéré pour bien faire, même si une scène étonnante, où elle marche dans l'océan, a été tournée pendant 3 jours dans une eau glaciale. Puis, dans Possessed en 1947, elle a incarné une femme qui perdait progressivement la raison. Joanne est allée étudier la patiente dans un hôpital psychiatrique pour se préparer. Sa diligence a porté ses fruits. Sa performance lui a valu une nouvelle nomination aux Oscars. Joan a continué à avancer. Elle a joué le rôle d'une dramaturge dont le mari cherche à la tuer dans Sudden Fear en 1952. Elle n'était pas seulement la star. Elle a persuadé le studio d'acheter le scénario et de la choisir pour le film, contribuant ainsi à sa production. Joan a obtenu sa 3e nomination aux Oscars et le film a été un succès retentissant. Elle avait alors 47 ans, démontrant une fois de plus que son talent n'avait rien à voir avec l'âge. Joan Crawford incarnait une riche veuve dans Femme sur la plage en 1955. Avec près de 2,5 millions de dollars de recettes, le film prouve que le public l'adore toujours. Puis elle incarne Lucy Arbin dans La colline de la mort en 1964. Après avoir tué son mari, Lucy a passé 20 ans dans un hôpital psychiatrique. Joan crée une légende de l'horreur en rendant le personnage à la fois triste et terrifiant, ce qui lui vaut beaucoup de respect. Joan était courageuse dans le choix de ses rôles.
Elle a joué dans Feuilles d'automne en 1956, à l'âge de 51 ans. Elle y incarnait une femme solitaire qui avait des sentiments pour un homme plus jeune. Le film abordait des sujets que la plupart des films évitaient à l'époque, à savoir la maladie mentale et les grandes différences d'âge. Joanne a continué à être appréciée en assumant ses rôles, et elle a prouvé que même à Hollywood, où beaucoup étaient marginalisés, les acteurs plus âgés pouvaient s'épanouir. En 1962, elle a tourné son film le plus connu. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Elle y jouait aux côtés de Bette Davis, son adversaire de longue date. Le film, qui raconte l'histoire de deux vieilles sœurs ayant une relation tordue et maléfique, a été présenté pour la première fois le jour d'Halloween. Il a lancé un nouveau type de film d'horreur avec des acteurs plus âgés et a remis Joanne et Bette sur le devant de la scène. Pourtant, le tournage du film s'est avéré difficile. Joan et Bette ne s'entendaient pas. Joan s'est alourdie dans une scène en bourrant ses poches de rocher, à tel point que Bette s'est fait mal au dos en essayant de la déplacer. Compte tenu de son faible coût de production, moins d'1 million de dollars, le film a été un grand succès malgré toute la controverse, rapportant 9 millions de dollars. Joan a été nominée pour 5 Oscars, mais n'en a reçu aucun. Joan est intervenue pour recevoir le prix lorsque Anne Bancroft a remporté, celui de la meilleure actrice pour The Miracle Worker, et que sa présence a manqué, privant ainsi Bette de son moment de gloire. Joan a joué dans d'autres films d'horreur, notamment Straitjacket et I Saw What You Did, qui ont suivi Baby Jane. Le triomphe de Baby Jane a motivé ses films. Les fans adorent toujours le film aujourd'hui, et sa phrase bien connue est encore souvent citée. « Mais si tu es blanche, tu es sur cette chaise. » Mais Assassin a vu le dernier film de Joanne, Trog. Elle y joue le rôle d'une scientifique qui découvre un homme des cavernes. Joan a même apporté ses propres vêtements pour son personnage, car le film a été produit avec un budget assez modeste. Beaucoup de gens ont trouvé absurde qu'elle apprenne à l'homme des cavernes à jouer avec des jouets. Bien que les critiques l'aient méprisé et que le film ait été un échec, Joan s'est donnée à fond et a pris son rôle au sérieux. Plus tard, elle a dit en riant qu'elle était douée pour quitter une carrière si elle ne pouvait pas la terminer avec un grand impact. Trog est devenu au fil du temps un film culte. Certains de ses partisans le considèrent maintenant comme si terrible qu'il est agréable. Plus tard dans sa carrière, Joan est également apparue à la télévision. En 1955, elle se produit au General Electric Theatre. En 1959, elle joue dans un épisode du Zane Grey Theatre où elle incarne une femme fuyant un tueur. Elle fait même une apparition en méchante dans l'épisode de 1967 de l'Agence Tous Risques. En 1969, elle joue dans le pilote de Night Gallery réalisé par le jeune Steven Spielberg. Des millions de personnes ont regardé l'épisode, qui montre que Joanne suscite toujours l'intérêt. Elle a même montré qu'elle ne se prenait pas trop au sérieux en apparaissant dans une émission humoristique le jour de son 66e anniversaire en 1970. Tout comme ses films étaient pleins de drames, la vie personnelle de Joanne Crawford l'était aussi. 3 de ses mariages ont fait l'actualité. Au début, elle a été mariée à Douglas Fairbanks Jr., fils d'une star du cinéma muet bien connue. La vie personnelle et les mariages de Joanne Crawford. Le 13 juin 1929, Joan avait 21 ans et Douglas 19 lorsqu'ils se sont mariés. Joan souhaitait que sa famille, en particulier sa belle-mère Mary Pickford, ait une opinion favorable d'elle. Elle a déployé beaucoup d'efforts, en suivant des cours pour apprendre à changer son accent et améliorer ses manières. Cependant, malgré ses efforts, ils ne l'ont jamais accepté, ce qui lui a causé beaucoup de peine. De plus, Joan était une personne très ambitieuse, tandis que Douglas était d'humeur plus détendue. Cela a créé des problèmes et des soupçons selon lesquels ils se seraient trompés l'un l'autre. 3 ans plus tard, en 1933, ils finalisèrent leur divorce. Frank Ottone, qui était également acteur, devint plus tard son deuxième mari. C'est le 11 octobre 1935 qu'ils se marièrent. Joan et son adversaire, Bette Davis, se disputaient tous deux ses faveurs avant leur relation, qui donna lieu à un triangle amoureux entre elles deux. Joan l'emporta, mais leur mariage connut de nombreuses difficultés. Elle fit 2 fausses couches et à chaque fois, des soupçons d'abus commencèrent à circuler. Lorsque Joanne le découvrit avec une jeune actrice, la situation devint encore plus désastreuse.
Le divorce eut lieu en 1939. Son mariage avec Philip Terry fut le troisième qu'elle eut. En plus d'adopter un garçon, ils se sont mariés le 21 juillet 1942 et l'ont appelé Philip Terry Jr. De plus, ce mariage a pris fin par un divorce après une période de 4 ans. Lorsque Joanne et son mari se sont séparés en 1946, elle a décidé de changer le nom de son fils en Christopher Crawford. Bien que chacun de ces mariages ait commencé avec beaucoup de passion, ils ont tous fini par être tristes. Malgré son désir de devenir mère, Joan n'a pas pu avoir d'enfant en raison de fausses couches. Elle a donc décidé d'adopter Christina. Son premier enfant a été adopté en 1940. Ce ne fut pas une tâche facile. Joan n'étant pas mariée, elle n'était pas autorisée à adopter dans l'État de Californie. Elle fit donc appel au service d'un courtier en adoption et se rendit dans l'État du Nevada afin de rendre la procédure d'adoption légale. Elle adopta un petit garçon 1 an plus tard, mais la mère biologique réussit à le reprendre après avoir causé beaucoup d'ennuis à Joanne. Le cœur de Joanne en fut brisé. En 1943, elle entama la procédure d'adoption d'un autre enfant et lui donna le nom de Philip Terry Jr. Cependant, elle finit par le rebaptiser Christopher. Après la mort de leur mère biologique en 1947, elle adopta 2 jumelles identiques prénommées Kathy et Cindy. Joan a persévéré malgré les difficultés qu'elle a rencontrées en élevant ses enfants. Parallèlement, Joan a souffert de l'alcool pendant une grande partie de sa vie. Cela a commencé à la fin des années 1930, alors qu'elle était en plein 2e mariage. Dans les années 1940, cela était devenu un problème important. Joan aimait tellement la vodka qu'elle l'appelait son cocktail du matin. Elle buvait aussi fréquemment sur les plateaux de tournage. Bette Davis, qui a collaboré avec elle sur Whatever Happened to Baby Jane, était l'une des actrices qui prêtait attention à sa performance. Le fait qu'elle buvait a également eu un impact négatif sur ses relations avec ses enfants. Dans son livre Mommy Dearest, Christina a qualifié de violentes les manières de Joanne lorsqu'elle était sous l'emprise de l'alcool. La véracité de ce livre a été remise en question par quelques personnes, mais la consommation d'alcool de Joanne a bel et bien causé du stress au sein du foyer. De plus, sa consommation d'alcool a nui à sa vie professionnelle. Dans les années 1960, les producteurs du film ont dû lui demander de jurer qu'elle ne boirait pas pendant le tournage. Cela lui a même causé des problèmes sur son lieu de travail chez Pepsi Cola, où la rumeur disait qu'elle cachait de la vodka dans des bouteilles de Pepsi pendant les réunions. Cependant, en 1974, à la suite d'un grave accident, Joan s'est complètement abstenue de boire de l'alcool. De plus, elle a arrêté de fumer. Cela a démontré sa résilience et sa détermination, qui lui ont permis de triompher de nombreuses épreuves tout au long de sa vie. Malgré le fait que la vie de Joan Crawford ait été pleine de glamour, son décès a laissé derrière lui une histoire pleine de drames et de controverses. La succession de Joan Crawford et la controverse. Au moment de son décès, le 10 mai 1977, la valeur de sa succession était d'environ 2 millions de dollars, ce qui équivaudrait à plus de 10 millions de dollars aujourd'hui. Cette fortune ne provenait pas seulement de ses revenus en tant que grande actrice pendant l'âge d'or d'Hollywood. Joan était non seulement une gestionnaire financière avisée, mais elle avait également d'autres sources de revenus. L'un des facteurs les plus importants de sa richesse fut son poste au sein de la société Pepsi Cola, où elle fut membre du conseil d'administration et devint plus tard porte-parole après avoir épousé Alfred Steele, le PDG de la société. En 1955, une somme d'argent substantielle a été incluse dans sa succession. Son appartement de Manhattan, sur la 69e rue Est, où elle a vécu ses dernières années, était l'un des biens inestimables qu'elle possédait. Elle possédait également une grande collection de souvenirs d'Hollywood, dont son Oscar de 1946 pour sa performance dans le film Mildred Pierce. En 1993, cet Oscar a été vendu à lui seul pour un total de 426 732 $. En outre, Joan possédait une collection de bijoux, de fourrures et d'autres objets qu'elle avait accumulés au cours de ses 50 ans de carrière. Le testament que Joan a laissé derrière elle a été l'aspect le plus surprenant de sa succession. Le document, qui a été signé quelques mois seulement avant son décès, n'incluait pas Christina et Christopher, 2 de ses enfants. Le testament contenait un paragraphe effrayant qui disait « J'ai l'intention de ne rien. Prévoir ici pour mon fils Christopher ou ma fille Christina pour des raisons qu'ils connaissent bien.
Cette clause a été incluse dans le testament. Beaucoup de gens ont été surpris par cette révélation car l'adoption des enfants de Joanne avait été présentée au public comme faisant partie de son portrait de la famille idéale hollywoodienne. En 1940, elle avait adopté Christina, puis en 1943, Christopher, et en 1947, les jumelles Kathy et Cindy. En revanche, le testament révélait que ses relations avec Christina et Christopher étaient marquées par d'importantes difficultés. Le reste de l'héritage de Joanne a été réparti entre ses deux plus jeunes filles, Kathy et Cindy, ainsi qu'entre plusieurs organisations caritatives. Kathy a reçu la plus grande partie de l'héritage, qui comprenait les effets personnels et les souvenirs de Joanne. Cela inclut l'Oscar de Mildred Pierce, que Kathy a mis en vente aux enchères peu de temps après. Un fonds fiduciaire d'un montant de 67 500 $ a été remis à Kathy et Cindy, ce qui équivaut à environ 380 000 $ en monnaie courante. De plus, le legs de Joanne a révélé le côté charitable de sa personnalité. Des organisations caritatives telles que l'American Cancer Society, la Muscular Dystrophy Association, l'armée américaine et le Motion Picture Home pour les travailleurs du cinéma à la retraite ont reçu d'importantes sommes de sa succession. Tout au long de sa vie, elle s'est activement engagée dans la campagne pour ces causes. Betty Barker, la secrétaire de Joanne, a reçu un don de 35 000 $ de la part de Joanne en signe de reconnaissance pour ses années de service. Joanne a également mis de côté des sommes plus modestes pour des amis et des membres du personnel qui lui étaient proches. Mais la décision d'exclure Christina et Christopher du testament a donné lieu à une bataille judiciaire controversée entre les deux parties. Dans les 5 mois qui ont suivi le décès de Joanne, ils ont tenté de contester le testament. Les frères et sœurs ont affirmé que Joanne n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'elle a rédigé son testament et que Kathy et son mari avaient exercé une influence déraisonnable sur elle. Comme preuve du mauvais jugement de Joanne, ils ont fait allusion au fait qu'elle avait bu jusqu'à un âge avancé. Les secrets de famille ont été révélés au grand jour à la suite du litige, qui a fait apparaître un grand nombre de personnes qui avaient connu Joanne au cours de ces dernières années. Après une bataille judiciaire qui a duré près de 2 ans, un règlement a été conclu en juillet 69. Christina et Christopher ont chacun reçu 27 500 $, soit une partie de l'héritage évaluée à 2 millions de $. Une reconnaissance de leurs droits leur a été accordée par le biais du règlement, même s'ils n'ont pas obtenu une part égale. La vie et l'héritage de Joan Crawford à El Jodo. Joan Crawford a payé un total de 57 500 $ pour l'achat de sa résidence, située au 426 North Bristol Avenue à Brentwood, Los Angeles, au cours de l'été 1928. Elle utilisait affectueusement le nom El Jodo, qui était une combinaison de son propre nom et du nom de son premier mari, Douglas Fairbanks Jr. Ce manoir a été sa résidence principale pendant près de 30 ans. Jusqu'en 1956. Au cours de son histoire, le manoir, qui était autrefois une villa de style espagnol, a subi d'importantes rénovations et agrandissements pour devenir un domaine de style géorgien. Icône de l'élégance hollywoodienne, il a complété la notoriété grandissante de Crawford et est devenu un symbole du glamour hollywoodien. El Jodo fut le lieu où Crawford connut l'apogée de sa carrière, au cours de laquelle elle passa du cinéma muet au cinéma parlant et remporta même un Oscar pour sa performance dans le roman de Mildred Pierce en 1945, Clark Gable. Marlene Dietrich et Barbara Stanwyck figuraient parmi les visiteurs qui participaient aux nombreuses fêtes hollywoodiennes qui avaient souvent lieu dans le manoir. C'est également là qu'a eu lieu le moment légendaire où elle a accepté son Oscar alors qu'elle était allongée dans son lit, donnant l'impression qu'elle était malade, avec des photographes qui prenaient de la photo. Crawford a apporté de nombreuses améliorations au manoir. Une salle à manger spacieuse, une nouvelle aile pour la cuisine et un garage pour 3 voitures ont été ajoutés en 1935. Dès 1937, le domaine comprenait un court de tennis qui servait également au badminton, une piscine et un cinéma privé qui n'était utilisé que pour projeter des films. Crawford était connue pour être obsédée par la propreté. C'était elle qui insistait pour que la maison soit nettoyée quotidiennement avec un désinfectant. Son obsession de la perfection s'étendait jusqu'à ses placards.
On sait qu'elle a renvoyé une femme de ménage parce qu'elle avait utilisé des cintres en métal plutôt que des cintres rembourrés. Un épisode qui a ensuite fait partie de la culture populaire. Après le départ de Crawford en 1956, le manoir s'était agrandi pour atteindre une superficie totale de 1675 mètres carrés, avec un total de 10 salles de bain et 6 chambres. L'intérieur était orné de meubles somptueux et d'éléments décoratifs en soie, en brocarded en or. Le magnifique hall d'entrée était doté d'un escalier si vaste que Crawford l'utilisait fréquemment pour faire des entrées spectaculaires à ses invités. Le salon était vaste et comportait un piano à queue ainsi que des meubles sur mesure. Elle était idéale pour ses dîners élaborés car la salle à manger pouvait accueillir 20 personnes. Sa suite principale était située au 2e étage et comprenait un salon, un dressing et une salle de bain en marbre avec une baignoire profonde. Non seulement chacune des chambres d'amis avait sa propre salle de bain privée, mais la maison comportait également une cave à vin, une bibliothèque lambrissée et une cuisine contemporaine pour l'époque. À l'extérieur, la piscine olympique et la terrasse qui l'entourait étaient idéales pour accueillir des rassemblements. Et le pool house et le cinéma privé contribuaient à l'atmosphère opulente du domaine. Bien qu'El Jodo fût un symbole de l'élégance hollywoodienne, la rumeur disait qu'il avait un côté plus sinistre. Mommy Dearest était un mémoire écrit par Christina Crawford, qui avait été adopté par Marilyn et publié en 1968. Elle y détaillait les allégations de cruauté et de négligence qui avaient eu lieu dans le manoir. Selon Christina, sa mère s'est un jour tellement mise en colère contre les cintres métalliques de sa garde-robe qu'elle a arraché les vêtements qui y étaient accrochés, l'a battue et lui a crié pendant toute cette épreuve qu'elle n'utiliserait plus jamais de cintres métalliques. En outre, elle a déclaré dans son livre que Joanne lui faisait consommer de la viande rare et l'enfermait dans la salle à manger pendant plusieurs heures si elle ne se conformait pas à ses ordres. Christina a déclaré qu'elle était parfois confinée au sous-sol comme une sorte de punition. Selon ses rapports, Crawford était décrite comme une personne instable, avec des accès de violence et une obsession pour le nettoyage. D'un autre côté, les affirmations faites dans Maman très chère continuent d'être controversées. Kathy et Cindy, les autres enfants adoptés de Joanne, ont réfuté les accusations de maltraitance à l'encontre de leur mère et l'ont félicité pour son amour et son dévouement. Quoi qu'il en soit, le livre a modifié la perception que les gens avaient d'El Jodo d'une manière irréversible, d'une magnifique demeure. Elle est devenue un lieu rempli d'histoires troublantes. Même après le départ de Crawford, la notoriété d'El Jodo n'a cessé de croître, en partie à cause des allégations d'activités paranormales sur ce site. Des événements étranges auraient eu lieu à l'intérieur de la résidence au cours de plusieurs années. Un mur du salon aurait été la proie de flammes bleues à 2 reprises dans les années 1940 et 1950. C'est l'un des incidents les plus connus. Les pompiers de Beverly Hills n'ont pas pu expliquer ce phénomène. Des témoins ont rapporté que les flammes avaient récidivé au même endroit dans les années 1980. En outre, des invités ont affirmé avoir vu une silhouette spectrale ressemblant à Crawford, souvent vêtue d'une robe blanche flottante, à proximité de l'escalier ou de son ancienne chambre. D'autres ont même affirmé avoir entendu le bruit d'une machine à écrire provenant du bureau où Crawford avait l'habitude de composer ses lettres. Au début de l'année 89, le révérend Rosalind Bruyère, un enquêteur spirituel, a été appelé pour enquêter sur la résidence. C'était un centre d'énergie spirituelle, et elle pouvait tout ressentir, des esprits d'Hollywood aux gangsters et aux politiciens, selon sa description des lieux. On disait aussi qu'il y avait d'étranges histoires selon lesquelles des personnes auraient été enterrées dans le sous-sol, bien qu'il n'y ait jamais eu de preuves à l'appui de ces informations. El Jodo a continué d'être au centre de l'intrigue à cause de ces histoires de fantômes, ce qui a contribué à la réputation déjà légendaire de l'établissement en tant que symbole du vieux Hollywood et lieu de mystère persistant. Que vous